Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, gare aux GAFA. La France a décidé de montrer les muscles face aux géants du numérique. Mais avec quel succès? Le projet de loi visant à taxer le chiffre d'affaires de ces mastodontes du net, présenté aujourd'hui, apparaît bien faible face à l'ambition initiale, un impôt unique à toute l'Europe. Alors, une taxe GAFA franco-française, pourquoi faire? Gage symbolique aux gilets jaunes ou prémisse d'un nouveau rapport de force? Notre grand débat à suivre avec nos 4 invités. Pour lui, c'est sûr, les gilets jaunes ont déjà gagné. Et aussi éphémère soit-elle leur victoire, et même inestimable. Dans son dernier ouvrage, Edoui Plenel livre sa vision du mouvement avec ses misères, dit-il, ses grandeurs, ses espoirs et ses laideurs. La victoire des vaincus, ça paraît demain aux éditions La Découverte. Et nous en parlerons avec le patron de Mediapart. On évoquera également l'affaire Benalla ainsi que la situation en Algérie avec lui. Et puis comme chaque soir, vos rendez-vous, bien sûr, plus belle la politique. Ahmed Tazir, ça fait le débat. Vous allez voir, ça met le cap ce soir sur Marseille où un imam a pris l'initiative d'organiser une réunion publique. Enfin, la vie des idées chroniques de la Fondation Jean Jaurès, notre partenaire, signé ce soir Jérémy Pelletier. Voilà, ça vous regarde, vous avez le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas pour réagir avec nous en direct sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ce plateau, Émilie Cariou, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée de La République En Marche de la Meuse, vice-présidente de la Commission des Finances, ici même à l'Assemblée nationale, et vous défendrez, quand le texte viendra dans l'hémicycle, ce projet de loi de Bruno Le Maire pour taxer les GAFA. En face de vous, bonsoir, Guillaume Labbé. Vous êtes conseiller du président de l'ASIC. Alors l'ASIC, c'est l'Association des services Internet communautaires. Vous représentez en gros les intérêts à la fois de tous les adhérents GAFA que vous avez, donc Facebook, vous nous direz les autres entreprises et puis des entreprises un peu moins grosses, si j'ose dire, start-up françaises dans le numérique. À côté de vous, Charles Thibault, en face de vous plutôt, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'IRIS, spécialiste des enjeux géopolitiques et stratégiques des technologies émergentes et des entreprises technologiques. Vous nous livrerez un peu les dessous de cet échec. Quel pays n'a pas voulu au fond jouer le jeu de cette taxe des GAFA aux frontières de l'Europe? Enfin, j'accueille avec plaisir Nicolas Marquez. Bonsoir, directeur général de l'Institut économique Molinari. Efficace ou pas d'un point de vue économique, cette taxe sur les GAFA? Je vous poserai la question. On a du temps pour débattre ce soir. Mais d'abord, bonsoir Ahmed Tazir. Bonsoir Myriam. J'espère que vous allez bien parce que la question que tout le monde se pose ce soir, c'est comment ne pas décevoir à l'issue de ce grand débat national. Les citoyens se la posent, mais aussi les politiques. Dans Plus belle la politique, justement, il y a cette petite phrase ce soir, signée Édouard Philippe, prononcée dans le huis clos du groupe majoritaire hier et qui n'en finit pas de faire réagir aujourd'hui. L'espoir fait vivre, espérer, mais pas trop quand même. Au cas où les Français attendraient trop du grand débat national, qui se trouve dans sa dernière ligne droite avant clôture le 15 mars, le gouvernement se charge déjà de dégonfler la baudruche. Hier, lors d'une réunion du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a ainsi mis en garde les députés selon des propos rapportés par plusieurs journalistes présents. Voici ce qu'a dit le Premier ministre. Le risque déceptif est important. Et le chef du gouvernement de donner cette consigne. Il faut préparer nos concitoyens à ce que les propositions à la sortie ne soient pas les réponses à toutes les remontées des débats. Voilà qui peut doucher des espoirs. En tout cas, le message est reçu 5 sur 5 par les députés de la majorité qui se sont employés tout à l'heure à préparer le terrain pour l'issue du grand débat. Dans l'opposition, on craint plutôt l'enfumage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons reçu, à date, 1,3 million de contributions citoyennes, ce qui est énorme. Évidemment, il y a beaucoup de propositions qui vont être intégrées. Certaines le sont déjà, d'ailleurs, dans nos réformes, et d'autres ne seront pas retenues. C'est pas un aveu d'échec, c'est considérer que, évidemment, qu'on n'aura pas 100% des gens qui, aujourd'hui, sont dans la rue, qui diront « c'est formidable, tout va bien, vous avez répondu à toutes les questions ». La question, c'est de savoir comment on va atterrir. Effectivement, comment on va atterrir? Et je crois que le gouvernement et le Premier ministre en particulier se rendent bien compte que ça va être compliqué parce qu'on a des demandes qui sont très diverses. Ça craint. Ils ont rédigé des questions à l'avance.
Ils ont déjà une idée des réponses qu'ils vont faire et ils préparent l'opinion publique à l'idée qu'ils ne vont pas répondre aux questions que le peuple se pose. Alors la question qu'on se pose tous à ce grand débat, était-ce seulement pour gagner du temps et calmer la crise des gilets jaunes, hein? Que se passerait-il si les résultats ne sont pas satisfaisants, hein? Dans 10 jours, il va falloir arrêter ce grand débat, hein? Dans 1 mois et demi, il faudra donner les conclusions pour dévoiler ce que les Français ont dit, hein, pendant ce grand débat, pour pouvoir les traduire, hein, sur le plan législatif, voire par voie de référendum, hein. S'il va y avoir des déceptions, comme le dit Édouard Philippe, quelle sera la réponse des gilets jaunes, en particulier, et les Français en général? Affaire à suivre. Aujourd'hui, question au gouvernement. L'attaque de 2 surveillants de prison par un détenu radicalisé démontre une nouvelle fois, s'il fallait encore, qu'on n'en a pas fini avec le terrorisme islamiste. Même sous les verrous, les djihadistes peuvent continuer à frapper. On en a parlé dans l'hémicycle. La colère des surveillants s'exprime ce matin dans plus d'un établissement pénitentiaire sur 2, moins de 24 heures après l'attaque de 2 surveillants pénitentiaires grièvement blessés. Dans le contexte que nous connaissons, pouvez-vous informer la représentation nationale de ce qui s'est passé précisément hier et nous indiquer ce que vous faites et ce que vous ferez demain pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires de notre pays? Alors visiblement, il y a eu un trou dans le filet. Le personnel pénitentiaire en a fait les frais, une fois de plus. L'enquête déterminera exactement les chaînes de causalité, hein, qui a débouché sur ce qu'il faut bien appeler un attentat. Il nous faut en effet comprendre, c'est en substance qu'a répondu la garde des Sceaux. Hier, effectivement, 2 surveillants pénitentiaires ont fait l'objet d'une attaque terroriste au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Je me suis immédiatement rendue à leur chevet. Au-delà de leur souffrance personnelle, je voudrais ici témoigner devant la représentation nationale de leur courage professionnel et de leur solidarité l'un envers l'autre. Il nous faut en effet comprendre pourquoi des fouilles sur des visiteurs n'ont pas été pratiquées avec suffisamment de vigilance. Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir accès à une unité de vie familiale? Pourquoi est-ce que l'ensemble de ce drame s'est produit? À l'Assemblée, toujours rejeté par les sénateurs en février, le projet de privatisation d'Aéroports de Paris est inscrit dans la loi Pacte. Hein. Eh bien, il ne fait pas toujours consensus. Hein. Ses opposants accusent un projet économique irrationnel. Alors que faire de nos aéroports, hein? Nos députés étaient plutôt pour ne pas vendre, en utilisant la métaphore de la vache laitière. Vous avez été ministre de l'Agriculture, moi j'ai été agriculteur. Donc moi, quand j'ai une bonne vache, je la vends pas. Je la garde, je lui fais faire des petits, évidemment pour améliorer le patrimoine génétique de mon troupeau. Ben là c'est pareil. On ne brade pas comme ça les éléments les plus intéressants de son patrimoine. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important. Finalement, vous vendez une vache rentable, une prime Holstein, mais ce que vous voulez, c'est changer de race, simplement. Comment ne pas voir que là, on s'apprête à faire un cadeau peut-être à des copains, un cadeau qui peut-être est une compensation, mais je le dis, si à l'arrivée c'est Vinci qui hérite d'Aéroports de Paris, c'est Vinci à qui on octroie une indemnisation parce que pendant 70 ans, il y aura l'impossibilité de revendre ses terres et ainsi de suite, ça apparaîtra comme étant cousu de fil blanc. On me dit, on ne vend pas sa vache de concours. Moi, personnellement, pardon, mais si je reprends ma casquette de ministre de l'Agriculture, je pense qu'il vaut mieux vendre sa vache quand elle produit son meilleur lait et pas lorsque la vache est tarie. Allez, on termine par le dessin du jour, le coup de crayon de Marc Large dans Sud-Ouest, hein, Syrie. Dorothée Klein confirme la mort de son mari djihadiste. Et vous confirmez que vous êtes Dorothée Klein? Vous confirmez, Myriam, que c'est bien la personne qui a parlé aux journalistes? Je vous pose la question, Myriam. Hein. Ah, écoutez, je ne me risquerai pas sur ce terrain. Merci beaucoup, Ahmed, pour votre regard aiguisé, piquant sur la politique et son feuilleton quotidien. Allez, on en vient à notre débat. Gare aux GAFA, je vous le disais dans les titres. Les géants du numérique ont-ils de quoi trembler face à cette nouvelle taxe de 3% sur leur chiffre d'affaires? Bruno Le Maire a présenté ce matin son projet de loi en Conseil des ministres. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft devront payer plus d'impôts dans l'Hexagone. Taxe GAFA, mode d'emploi. Les essentiels sont préparés ce soir par Laszlo Gelabert. Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, à eux seuls, ces géants du numérique pèsent plus de 550 milliards d'euros en chiffre d'affaires au niveau mondial. Sur cette même année, Google a payé 14 millions d'euros d'impôts en France, Apple 14,5,
Amazon 8 millions et Facebook 1,9, soit une taxation moyenne de 9% selon Bercy, contre 23% pour les PME françaises. La raison, ces entreprises multinationales sont des championnes de l'optimisation fiscale. Une partie de leurs profits réalisés en France est taxée dans des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas, avec une fiscalité plus avantageuse. Le gouvernement a décidé de s'attaquer à cette injustice fiscale avec la taxe GAFA, applicable dès le 1er janvier 2019. Il est temps maintenant de définir ce cadre réglementaire qui fixe des limites aux pratiques de ces géants du numérique. Certaines ont déjoué les règles de la concurrence, se retrouvent dans une position dominante et pratiquent des comportements illégaux. Toute entreprise avec au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et 25 millions en France serait alors taxée à hauteur de 3% sur les activités numériques françaises. Avec son projet de loi, Bruno Le Maire espère ainsi récupérer jusqu'à 400 millions d'euros sur l'année 2019. Émilie Cariou, on est très très loin des ambitions de départ, mais bon, la France avance avec cette taxe franco-française. C'est quoi cette taxe? C'est un simple symbole donné aux Gilets jaunes ou c'est le début d'autre chose? Alors, ce n'est pas un symbole donné aux Gilets jaunes dans la mesure où cette taxe, c'est la copie quasi conforme de la taxe qui avait été négociée à Bruxelles pendant de nombreux mois. Cela étant, cette taxe, elle ne met pas du tout fin aux négociations qui sont en cours aujourd'hui à l'OCDE et à l'Union européenne pour avancer sur la taxation des résultats. Mais là, on a une taxe qui va rapporter 400-500 millions d'euros. Tout à fait. Une goutte d'eau. Alors déjà, on met le pied dans la porte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on commence à taxer des chiffres d'affaires qui aujourd'hui ne sont pas appréhendés par les services fiscaux français. Donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est un premier pas. Ça ne met pas du tout fin aux énormes processus, encore une fois, de négociations qui sont en cours dans les instances internationales pour pouvoir localiser des résultats taxables en France de ces mêmes activités. Et les enjeux si difficiles sont là. Pourquoi c'est si en tous les cas, c'est une taxe temporaire. Elle est présentée en tant que telle, en attendant d'avoir soit une taxe au niveau international, soit la réelle fiscalisation. Un premier pas. Mais pourquoi c'est si difficile? Ça fait quoi? Allez, presque un an qu'elle est négociée à Bruxelles. C'est si difficile à Bruxelles. Je vous poserai la question. À la fois à Bruxelles, politiquement, pourquoi c'est si difficile de s'attaquer aux GAFA aujourd'hui? Les sont réalisés aujourd'hui à l'extérieur de nos frontières. Les activités sont complètement dématérialisées. Par exemple, les prestations publicitaires de Google, quand un annonceur français, je ne sais pas si Danone ou Peugeot, négocie un emplacement publicitaire par la plateforme de Google, il contractualise avec Google Irlande aujourd'hui. Donc ce n'est pas un chiffre d'affaires Donc vous voyez, donc cette taxe, elle aura vocation à appréhender ces chiffres d'affaires qu'on ne pouvait pas taxer aujourd'hui en France. Guillaume Labbé, franchement, pourquoi vous vous y opposez à cette taxe? C'est rien, on est dans 500 millions d'euros, ça rapporte presque rien. On est dans un moment charnière en France, il y a un besoin de justice fiscale. Vous dites non, c'est déjà trop? Non, c'est pas un problème de trop, c'est un problème de politique. On a ici une éminente membre de la Commission des Finances, vice-présidente, on a ici des économistes ou des spécialistes de think tank. Moi, je vais parler juste de l'opportunité. Lorsque Macron a été élu dans le monde des affaires internationales, les gens se sont dit, tiens, la France arrive dans les radars, tiens, il se passe des choses. Regardez ce nouveau président qui a été dans le privé, qui a un profil différent, qui nous parle de Startup Nation. Quand vous êtes dans la Silicon Valley ou dans des pays d'ailleurs autres, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, qui vont être, pas que les boîtes d'origine américaine, il y a 30 entreprises aujourd'hui qui vont être impactées, il y a une entreprise française, beaucoup d'entreprises européennes, et demain, si des entreprises françaises arrivent à faire 750 millions de chiffre d'affaires, ce qu'on doit tous leur souhaiter, et j'imagine que Bruno Le Maire le souhaite aussi, il va falloir qu'elle paye. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais l'impôt, quand on est une entreprise numérique, c'est pas forcément quelque chose auquel on ne peut pas consentir. Quand on voit les PME physiques, si j'ose dire, qui produisent en France, elles payent beaucoup plus d'impôts. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une hostilité de principe à cet impôt. Alors, il n'y a aucun refus de principe. Et je pense qu'il n'y a aucun acteur que vous pouvez me citer, en tout cas qui soit membre de la SIC, qui soit contre le principe. Les GAFA, comme on dit, même si le terme est quand même un peu... devient un peu absurde, parce que là on parle des GAFA alors qu'on parle de 30 entreprises aujourd'hui taxées, enfin à la fin de l'année. Elle paye des impôts monstrueux aux États-Unis. Enfin, Donald Trump, c'est pas quelqu'un qui laisse des boîtes américaines ne pas payer. Elle paye 25, 28, 30% d'impôts aux États-Unis. Alors on va y venir. Donc en fait, ce qu'elle paye des impôts, elle en paye moins en France. Le même impôt. Pas deux fois le même impôt. Oui.
Bon, on va essayer de comprendre. Le dossier, il se joue avec beaucoup d'acteurs. Il y a les GAFA d'un côté, mais il y a aussi les pays européens. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi des pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg, comme la Suède n'ont pas voulu jouer le jeu? Juste sur le sujet des GAFA qui paient des impôts aux États-Unis, sachons quand même que l'année dernière, Amazon n'a payé aucun impôt fédéral aux États-Unis, à cause de la réforme fiscale justement qui a été mise en place par le président Trump. Pour répondre à votre question, en fait, ce sont des paradis fiscaux. Bon, on n'en parle pas politiquement parce que ça ne se fait pas, mais ce sont des paradis fiscaux. On n'utilise pas le terme, voilà. mais la fiscalité de ces pays est bien avantageuse par rapport à notre pays. Tout à fait. Quand on prend l'exemple de l'Irlande, par exemple, on sait qu'elle était dans une situation économique catastrophique au sortir de la crise financière et économique de 2007-2008 et que pour essayer de s'en sortir, eh bien, elle a utilisé notamment cette arme de la fiscalité pour attirer à elle ces grandes entreprises. Elle est donc devenue le siège social européen d'un certain nombre d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas taxer ces GAFAM parce qu'elle a peur qu'ils s'en aillent. Ensuite, pour les autres pays, il y a des choses un peu différentes. Quand on regarde le Danemark, par exemple, lui, son intérêt, c'est véritablement de numériser son économie à fond, parce que c'est un petit pays. Il compte sur des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle pour faire face justement à son déficit démographique et pouvoir continuer à croître économiquement. Il y a d'ailleurs le premier véritable ambassadeur du numérique est danois. Ils ont créé d'ailleurs le terme de techplomatie pour parler de ces relations bilatérales entre l'État et ses GAFAM. Et puis, vous avez d'autres pays, et je pense à la Suède en particulier, qui est dans un rapport d'étroite relation avec les États-Unis, et notamment sur des plans très sérieux, comme l'industrie de défense et la stratégie militaire. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a la crainte du grand méchant russe, et le grand méchant russe, on ne peut s'en défendre, selon ces pays, que grâce aux États-Unis. Alors, on en déduit, tout simplement, que c'est l'échec de l'Europe, puisqu'il fallait l'unanimité des 27 pays, Nicolas Marquez, pas d'unanimité, pas d'Europe, pour se protéger, au fond, fiscalement, et avoir une certaine justice fiscale en Europe face à ces géants du numérique qui ont un chiffre d'affaires équivalent au PIB de la France, je le rappelle. Oui, Myriam, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est aussi l'échec de la pédagogie économique en France. Là, on est en train de discuter sur les GAFA qui ne paient pas d'impôts, et on a entendu un reportage disant qu'ils payaient 9% d'impôts dans le monde, alors qu'ils en paient 24%, alors qu'ils en paient la moyenne de l'OCDE. 9% d'impôts en France, si je puis vous reprendre, les PME en payent 23%. Je ne dis pas que les GAFA ne payent pas d'impôts dans les autres pays. Ce que je propose, c'est qu'on regarde les comptes. Il suffit de faire société.com, alors je fais un peu de publicité, et puis vous pouvez télécharger les comptes, et ça coûte 2,90. Alors moi, j'ai téléchargé avant de venir 2 comptes. J'ai téléchargé celui d'Amazon France Logistique. Il paie 25% d'IS en France. D'impôts sur les sociétés. D'impôts sur les sociétés. Et je ne vous parle pas des impôts de production qu'ils payent, je ne vous parle pas des charges patronales et charges salariales qu'ils paient pour leurs salariés. Et puis j'ai téléchargé un deuxième compte, c'était Google, et ils payent 30% d'impôts sur les sociétés en France sur leurs bénéfices. Comme les autres entreprises en France. Voilà. Donc on n'est pas à 9, on est à 30 et on est à 25. Et on est dans la vérité des chiffres. Et quand on regarde au niveau international, on a parlé de paradis fiscaux ou autres, mais au global, ils ont payé 24% d'impôts sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Donc en fait, ces gens-là paient de la fiscalité. Le seul sujet, c'est est-ce que cette fiscalité est répartie équitablement. C'est pour ça que les démarches qui ont lieu sous l'égide de l'OCDE vont dans le bon sens, parce qu'elle propose de se poser la question, est-ce que l'impôt sur les bénéfices est adapté au... On va y venir sur peut-être la bonne échelle qui serait les pays de l'OCDE. Donc vous nous dites que ce n'est pas des passagers clandestins par rapport à la fiscalité, les GAFA. Il n'y a aucun chiffre qui permette de dire que ce sont des passagers clandestins. Émilie Cariou vous répond. Non, parce que là, ce qui est fiscalisé en France, c'est uniquement les activités françaises de Google et d'Amazon, c'est des activités qui sont matérialisées en France. Oui. Les prestations publicitaires, des milliards de prestations publicitaires de Google, d'Europe, elles sont toutes en Irlande. Et après, elles repartent aux Bermudes. Pour les activités dématérialisées d'Apple, Apple a des magasins en France, ils payent de l'impôt sur les magasins physiques et les ventes de biens physiques en France. Pour les activités dématérialisées, tout ça part aux îles Caïmans. Tout ça a été démontré dans des multiples rapports de l'OCDE, de l'Union européenne, le rapport Collin et Collin qu'on avait missionné en 2012. Donc tout ça est démontré, et d'ailleurs ils ont des fonds faramineux qui finissent dans les banques américaines. Ça a été franchement... Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il paye 24 ? Peut-être peut vous répondre là-dessus. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que là, on ne prend que les activités qui sont physiquement présentes à un endroit et qu'on peut
rattachées et donc fiscalisées. Toutes les activités dématérialisées, et notamment, vous savez ce qui se passe sur Google, ça a été vraiment médiatisé longuement. Expliquez-nous, allez, très concrètement. En gros, je suis un annonceur, je paye des prestations de publicité à Google. L'Irlande envoie aux Pays-Bas pour des questions de sous-taxation des prestations immatérielles. Renvoie à l'Irlande qui renvoie aux Bermudes. C'était le modèle. Et en Irlande, ils bénéficiaient d'un régime qui leur permettait d'avoir un statut de droit des Bermudes et irlandais en même temps, auquel l'Irlande a mis fin suite aux discussions de l'OCDE. Donc, les ventes physiques de biens, elles ont toujours été rattachées. On peut les rattacher assez facilement, notamment quand on a un établissement stable, matérialisé. Sauf que là, on parle de numérique avec des services partout, y compris de la publicité. De la négociation. Guillaume Labbé vous répond. Sur ce point, à la fin... Est-ce qu'elles sont citoyennes, au fond, ces entreprises? C'est ça la question. Oui, et elles enrichissent énormément, notamment le gouvernement américain quand c'est les boîtes américaines, mais c'est des entreprises surtout qui emploient monstrueusement en France, qui investissent énormément et qui sont vraiment un relais de croissance considérable pour la France. Amazon fait vivre des départements... C'est des menaces, ça veut dire quoi? Non, ce que je veux dire, c'est que... Quand on crée de l'emploi, on paye pas les impôts, sinon on s'en va. Non, c'est une question d'opportunité. Est-ce que vraiment la France, c'est comme la taxe sur la transaction financière? Dans l'absolu, on comprend très bien l'idée. Mais est-ce que le faire qu'en France, c'est intelligent? Ben non, c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a le Brexit, qu'il y a des boîtes américaines ou étrangères qui sont à Londres aujourd'hui, qui ont envie de rapatrier certaines activités en Europe. Est-ce que vraiment les boards, les conseils d'administration de ces entreprises vont avoir envie de venir dans le seul pays où, en Gaulois réfractaires, on va être les seuls à faire une taxe? Je ne crois pas. Et je pense que c'est pas du tout ce qu'avait prévu Emmanuel Macron dans son discours, qui était quand même pour toutes ces boîtes-là, il faut bien le savoir, l'idée que la France était de retour, que la France était un endroit où on pouvait investir. On a une R&D qui est extraordinaire, tous les fameux GAFA investissent considérablement dans toutes les boîtes d'ingénieurs, c'est pour, je pense, beaucoup de jeunes diplômés des vecteurs extraordinaires. Et maintenant, je voudrais qu'on parle aussi des boîtes françaises, il y a des boîtes françaises et européennes. Lesquelles, précisément? Il y en a un maximum, hein. Il y a, je pense à une boîte comme Loopsider, celle du président de la ZIC, c'est une boîte qui ne fait pas encore 750 millions de chiffre d'affaires, pas encore. Mais pour eux, quelle est la logique de se dire on va rester là et on aura le privilège dès qu'on est à 750 millions de chiffre d'affaires. Donc là, elle ne serait pas taxée parce qu'elle ne fait pas 25 millions en France de chiffre d'affaires non plus. Au global, 750 millions et ils en sont global, moins. D'accord, mais c'est 25 millions pour la France. Mais quel espoir triste, pour quelqu'un qui a supprimé l'ISF ou un gouvernement qui a supprimé l'ISF, pourquoi se dire si vous marchez trop? C'est une forme de désincitation. En gros, il y a une angoisse pour ces entreprises de ne pas réussir à se développer face à la fiscalité à venir. On va écouter un avocat fiscaliste et je vous donne la parole juste après. Il s'agit de Dan Khalifa, avocat fiscaliste. On lui a posé au fond toute une série de questions. Est-ce que cette taxe elle est complètement légale en France et est-ce qu'elle est efficiente comme on dit aujourd'hui? Écoutez. L'optimisation fiscale pratiquée par les GAFA est-elle illégale? Même si elles peuvent paraître immorales, leurs pratiques ne sont pas illégales. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces géants du numérique s'appuient sur des jurisprudences bien établies de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous disent qu'il n'y a pas de fraude s'il n'y a pas de montage purement artificiel. Autrement dit, rien n'interdit à ces sociétés de localiser une partie de leurs profits dans des sociétés qui, elles, sont établies dans des pays qui ont une fiscalité plus favorable, à partir du moment où ces sociétés ne sont pas des boîtes aux lettres, mais qu'en réalité, elles ont une vraie activité, qu'elles emploient des milliers de salariés et qu'elles réalisent leur véritable activité. Quel sera l'impact de cette taxe? Le rendement de cette taxe aujourd'hui apparaît clairement comme étant symbolique, puisque d'après les prévisions officielles du ministère de l'économie, on va être autour des 500 millions d'euros sur une année pleine. Comparé aux 31 milliards d'euros que rapporte l'impôt sur les sociétés au niveau national, ça paraît clairement comme étant un geste symbolique. Mais on peut aussi le voir comme étant une approche volontariste en réponse à la demande de justice fiscale exprimée par le mouvement des Gilets jaunes. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que dans le futur, le rendement de cette taxe augmentera avec l'essor du e-commerce, dans la mesure où cette taxe sera assise non pas sur le résultat de ces sociétés, mais sur leur chiffre d'affaires. Les GAFA pourront-ils contourner cette taxe? À partir du moment où cette taxe sera assise sur le chiffre d'affaires, pour moi, il y a deux possibilités pour eux d'y échapper. De deux choses l'une. Mesure radicale, on se détourne du marché français. Plus de chiffre d'affaires en France, plus de taxes à payer. Ça me paraît peu réaliste. Deuxième alternative, ça serait carrément de changer de modèle économique pour réorienter les activités de ces GAFA vers des secteurs d'activité qui, eux, ne seront pas visés par cette taxe. Nicolas Marquez, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Au fond, il y a des moyens de contourner cette taxe aujourd'hui en changeant les activités? Ça, c'est ce qui va se passer? Alors, je reviens sur l'impôt payé par les GAFA, parce qu'on avait un débat. Ils ont payé 127 milliards de dollars d'impôts dans les 5 dernières années. Ils ont une imposition de 24%, et là, on va la rajouter un impôt de production. L'impôt de production, c'est quoi? C'est l'impôt le plus stupide. On prend le chiffre d'affaires et on dit « Ah,
arbitraire, on va prendre 3% de chiffre d'affaires quand on est dans tel et tel critère. Que vous pensez... 3%, je vous interromps, pardonnez-moi, mais pour bien comprendre, ça vous semble quoi? Trop? Ça a été fixé, c'est un chiffre Alors, sur lequel les pays européens s'étaient accordés pour négocier. Il fallait que ce soit en dessous? La marge économique d'Amazon, c'est 2,5% sur les 10 dernières années. Ça veut dire que si vous prenez 3%, une boîte comme Amazon ne se serait pas développée dans le monde. La marge économique d'un acteur français comme Criteo, qui est concerné par la taxe, c'est 6% dans les 10 dernières années. Ça veut dire que si vous lui prenez 3% de son chiffre d'affaires, c'est comme si vous lui donniez un impôt à 50% des bénéfices. Et puis, il va falloir qu'il paie les impôts de production. Ça paraît incroyable ce que vous dites. En gros, ce que vous dites, c'est que si cette taxe avait existé notamment aux États-Unis, ces entreprises ne seraient jamais devenues les géants qu'elles sont aujourd'hui? Amazon ne serait jamais devenu le géant. Et ça vous explique pourquoi, pour une boîte comme Amazon ou comme une boîte comme Criteo, c'est fondamental, si cette taxe est mise en œuvre, de la reporter sur autrui. Et donc, en fait, les grands, les GAFA, ils ne vont pas payer la taxe. Ils vont la repasser à leurs voisins. Mais c'est ce qui se passe dans toute l'économie. Expliquez-nous ça précisément. Je vous donne un exemple. La repasser à son voisin, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez, Myriam, que les grands distributeurs pétroliers paient la taxe sur les produits pétroliers? Normalement, oui. Ils la collectent, mais c'est vous et moi qui la payons quand on va faire notre plein d'essence. Et ne pensons pas un instant... Ils la répercutent. C'est ce que vont faire les entreprises sur les intermédiaires et les consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Charles Thibault? Moi, il y a quelque chose en fait qui m'étonne dans cette taxe. Je la trouve intéressante parce qu'il y a effectivement quelque chose qui va un petit peu plus loin que ce qui était prévu jusqu'alors. Il y a une vraie demande sociale, une crise sociopolitique aujourd'hui autour en partie de cette taxe GAFAM avec les gilets jaunes. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que si on prend finalement une estimation qui est assez basse des bénéfices nets de ces entreprises en France, et qu'on applique le taux normal d'impôt sur les sociétés. Juste sur Google, Apple, Facebook et Amazon, on arriverait déjà à 650 millions d'euros par an. Donc il aurait fallu faire une taxe sur l'impôt sur les sociétés, enfin faire contribuer à l'impôt sur les sociétés davantage ces entreprises. On est avec 30 entreprises et on arrive qu'à 500 millions. Donc c'est le mécanisme que vous critiquez davantage que son objectif. Je dirais qu'il peut aller plus loin. Émilie Cariou, vous partagez l'analyse? Alors, je partage l'analyse dans le sens où, bien évidemment, c'est l'impôt sur les sociétés qu'il faut qu'on récupère. C'est l'objet, je vous l'ai dit, de longues négociations qu'on a depuis plusieurs années, et pour pouvoir localiser les résultats taxables à l'impôt sur les sociétés en France. Pour ceux qui ne connaissent rien, et j'avoue, j'en fais un peu partie, les entreprises du numérique, elles payent quand même un impôt sur les sociétés en France sur des activités très peu. Elles ont quand même des salariés. Amazon, Facebook, Google a des salariés, même si c'est pas le siège et la production du business au global. Leur business, il n'est pas en France. Il n'est pas en France. Alors, ça, on a sauf compris. Amazon, c'est différent, mais on a plusieurs types d'activités. Amazon paye de l'impôt sur les sociétés sur les ventes de biens parce que on a des succursales localisées en France et notamment qui sont matérialisées par les entrepôts logistiques. Donc il y a un vrai résultat sur la vente de biens physiques d'Amazon. Idem sur Apple. En revanche, tout ce qui est prestation de services électroniques, exemple Apple, c'est la vente de musique en ligne, les abonnements iTunes, vidéo, etc. L'impôt sur les sociétés, il n'est pas en France. Il est dans le pays du siège. C'est possible ou pas alors de leur faire payer cet impôt sur les sociétés? En revanche, si le siège est ailleurs? Il faut changer les conventions fiscales. Et c'est à ça qu'on s'attache dans le cadre des négociations OCDE. Et donc là, c'est le cadre de l'OCDE, c'est plus du bilatéral. Non, mais je vous explique. Parce qu'au bout d'un moment, au niveau de l'OCDE, comme les négociations n'avançaient pas assez vite, on a lancé des négociations au niveau de l'Union européenne pour créer notamment la notion d'établissement stable dématérialisé, d'établissement stable numérique, une nouvelle définition pour localiser le résultat en Europe, dans un pays européen. Autre grand projet européen qui n'a pas abouti sur cette commission et qu'il faudra reprendre, ça fait partie des enjeux des élections européennes, le projet d'assiette consolidée à l'impôt sur les sociétés. C'est quoi? C'est un impôt européen sur une base européenne, c'est-à-dire qu'on prend tous les résultats d'une entreprise multinationale. Là, on parle des chiffres d'affaires ou des bénéfices? Des bénéfices. C'est pas et pareil. On les localise en Europe avec des règles européennes. C'est un grand chantier de l'Union européenne qui est en cours aussi depuis longtemps. Et je pense que c'est beaucoup de temps. Oui, mais on est 28, ça se négocie. Il n'y a rien de facile. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut faire une taxe, c'est une taxe temporaire, et elle ne va pas obérer les marges Alors, les effets pervers. Parce que ça ne prend qu'une partie du chiffre d'affaires, que ça ne prend pas du tout les ventes de biens d'Amazon. Pas du tout. Ça ne prend que les mises en relation, l'activité de marketplace. Donc regardez le texte, c'est une taxe sectorielle. Criteo, alors. Et Criteo, ils font 6% de rentabilité économique, et si on leur prend 3, qu'est-ce qui se passe? La Criteo, il est clairement dans le champ de la taxe, puisqu'on est dans l'intermédiation publique. Le grand du numérique français,
Et avec cette taxe qu'on nous a présentée pour taxer les méchants américains, qui, je le répète, la transmettront à d'autres, on taxe en fait Criteo, qui est la boîte qui a commencé à 20 salariés, qui est maintenant à 2800. Rappelez-nous l'activité de Criteo en France. Ils font de la régie publicitaire, ils font de la pub en fait, de la pub moderne, du ciblage. Ils ont commencé à 20 salariés en 2008, ils sont maintenant 2800 dans le monde, ils sont cotés au Nasdaq, et c'est ça ce qu'on va ramasser. Alors, Guillaume Labbé, ça va étouffer en gros les entreprises françaises du Bien net. sûr, et il faut vraiment les interroger parce que vous allez voir, la French Tech, tout ce monde-là du numérique, France Numérique faisait une tribune aujourd'hui, c'est des gens qui sont désespérés parce qu'ils ils ont besoin d'avoir des investisseurs, ils ont besoin d'être attractifs et de dire que la France, ça existe, la Startup Nation, eux ils y croient vraiment, ça fait rigoler tout le monde, mais eux ils y croyaient vraiment. Et aujourd'hui, ils sont le pays de la taxe. Ce qui est fou, c'est que moi je suis d'accord avec Madame la députée lorsqu'elle dit c'est l'OCDE le champ, mais bien sûr, c'est le seul moyen parce que on peut faire au niveau européen, fondamentalement, là il y a eu encore un sénateur américain, je crois aujourd'hui, qui disait que si cette taxe allait passer en France, il y aurait des répercussions pour la production française. C'est évidemment la bêtise du protectionnisme comme ça. Donc pourquoi, alors que tout le monde veut que l'OCDE soit la solution, parce qu'il faut une gouvernance mondiale. Alors justement, pardonnez-moi de vous interrompre. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas tous là-dessus? On va justement discuter de cette nouvelle échelle, l'OCDE. C'est quoi l'OCDE? Vous allez nous dire, parce que c'est pas forcément connu de tous, l'organisation de coopération des pays en développement économique. C'est ça. Bruno Le Maire en a parlé. Au fond, ça n'est qu'une première étape, comme l'a dit Émilie Cariou. Et si, au fond, eh bien, cette taxe mondiale était possible, c'est en tous les cas le vœu de notre ministre de l'économie. Écoutez-le, c'était ce matin. Le secrétaire américain au Trésor, en visite à Paris, a dit publiquement que les États-Unis soutenaient désormais l'adoption d'une taxation sur les activités digitales au niveau de l'OCDE. C'est un changement majeur. Et lors de mon déplacement en Irlande, l'Irlande a également annoncé que si elle n'était pas prête à adopter la directive européenne maintenant, elle souhaitait travailler avec nous à cette solution sur la taxation du digital au niveau de l'OCDE. Il y a donc beaucoup de verrous qui sont désormais levés et qui ouvrent la voie à une accélération des travaux au niveau de l'OCDE. Pardon Guillaume Labbé, mais pour être très pédagogique, on a du mal à comprendre pourquoi nous à une taxe en France, je reprends un peu depuis le début, et pourquoi oui à une taxe au fond de la communauté monde, puisque l'OCDE, c'est à peu près 80% des pays. Oui, c'est ça. Bon. Alors, expliquez-nous. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes qui sont mondiales, que Criteo, dont on parlait, ou toute entreprise qui est sur le digital. C'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que c'est en anglais, donc même les entreprises françaises ont des noms anglais. Elles ont besoin d'avoir des clients partout dans le monde. Et c'est vrai que ce qui est fascinant avec Internet, c'est qu'on peut toucher des gens partout, un artisan qui est un peu doué, qui se fait référencer chez Google par exemple, ou par Facebook ou quoi, peut réussir à toucher des Chinois très facilement. Mais si chaque pays décide, le Portugal, la France, l'Espagne, la Suède, la Chine, la Corée, les États-Unis, chaque État dans les États-Unis après tout, si chacun décide de faire sa fiscalité elle-même, ça va devenir complètement fou pour les gens des entreprises. Les entreprises, c'est des gens assez simples, et surtout même celles qui gagnent beaucoup d'argent. Elles ont juste besoin de savoir ce qui se passe l'année prochaine. Donc ce problème de l'optimisation fiscale par le siège dans le pays de la fiscalité la plus avantageuse serait réglé avec une taxe à ce niveau-là ? En tout cas, c'est la seule solution, parce que le monde va devenir complètement fou, parce que ça va être des rapports de force tout le temps, les Américains vont vouloir taxer machin, les Chinois vont vouloir taxer le luxe français, on va devenir complètement marteau, alors que les entreprises ont juste besoin de règles. Et le fait que les Américains aient changé de point de vue et s'aperçoivent qu'il faut finalement que ces boîtes américaines payent, par exemple, je sais pas, imaginons 10% chez elles, et que le reste de l'impôt, l'équivalent impôt sur la société, soit payé dans les pays où les produits sont vendus, ce qui est logique, c'est satisfaisant, même pour les Américains. Donc les Américains. Mais expliquez-nous peut-être, Nicolas Marquez, pourquoi ce changement de pied de Donald Trump? Après tout, ces géants du numérique, ils sont américains, et il dit oui à cette taxe au niveau des pays de l'OCDE. Attention, la position américaine, c'est avant tout travaillons ensemble pour bien répartir l'impôt sur les bénéfices. C'est pas du tout mettons en place une taxe sur le chiffre d'affaires partout. On passe du chiffre d'affaires au bénéfice, vous l'avez expliqué. Pourquoi les Américains, pourquoi le monde entier n'est pas pour une taxe sur le chiffre d'affaires? Parce que la taxe sur le chiffre d'affaires, qu'on a d'ailleurs abandonné en France. Ça fait beaucoup plus d'argent, non? L'assiette est plus large, le chiffre d'affaires. C'est l'impôt le plus bête. C'est-à-dire que vous allez taxer de la même façon celui qui fait des résultats très élevés et celui qui n'en fait pas. Vous allez peut-être mettre au tapis une entreprise parce qu'elle a une rentabilité économique inférieure à 3%. La taxe sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment arbitraire. Et finalement, la taxe elle est plus juste et plus adaptée au développement, je dis, sur le bénéfice économique de l'entreprise. D'accord. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que va faire notre taxe sur le chiffre d'affaires? À 3%, elle va mettre KO toute une série d'acteurs européens et français. Elle va favoriser la concentration, elle va favoriser la dépendance à l'égard des 4 GAFA. Parce que les 4 GAFA,
ils vont s'organiser. D'abord, ils ont des marges élevées, ils sont en place sur le marché, et ils ont leur rythme de croisière, et ils vont pouvoir s'organiser. Donc c'est les autres entreprises pour repousser le coup sur moins les autres. géantes, moins mastodontes qui seront payer pénalisées. Émilie Cariou, qu'est-ce que vous répondez à cela? Aujourd'hui, on est sur des groupes qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires, avec des entités françaises à plus de 25 millions de chiffre d'affaires. On n'est pas non plus sur la petite PME qui démarre, on n'est pas sur la start-up qui est au démarrage. Donc, en plus, comme je vous l'ai expliqué, c'est une partie du chiffre d'affaires, donc c'est les chiffres d'affaires d'intermédiation, les chiffres d'affaires de prestations publicitaires, etc. Donc, par exemple, sur une boîte comme Amazon, on ne va pas du tout taxer tout le chiffre d'affaires qui est appréhendé par ailleurs, parce qu'il y a déjà de la TVA, notamment sur ce chiffre d'affaires. Vous savez que sur la TVA, on a la TVA, elle taxe les ventes de biens matériels, elle taxe aussi les prestations de services électroniques. Je vous donne un exemple. Apple, à une époque, payait toute la TVA d'Europe, qu'elle devait en Europe, dans tous les pays d'Europe, au Luxembourg, parce qu'elle commercialisait sa musique depuis le Luxembourg. On a inversé la territorialité, on a changé les directives communautaires, comme quoi on arrive à faire des choses au niveau européen, pour faire en sorte que Apple paye la TVA là où sont situés ses clients, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et ça marche. Donc c'est des chiffres d'affaires qui sont déjà appréhendés sous l'angle de la TVA. C'est effectif pleinement depuis 2015. Donc il y a des choses qui évoluent. Donc là, cette taxe, elle ne retaxera pas ce chiffre d'affaires-là. D'accord. Voilà, Charles Thibault, peut-être le débat s'achève. Je voulais comprendre. On peut peut-être vous mettre tous d'accord sur cette taxe sur les bénéfices à l'échelle de l'OCDE. Là, on en est où d'un point de vue des relations internationales? Ça avance. Pourquoi Trump, finalement, y est favorable? Quels sont les alliés de cette taxe? Quels sont ses opposants? Alors, si on reste sur les personnes, on pourrait se dire que Trump déteste Jeff Bezos, Eric Schmidt, etc. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Non, je pense que véritablement, en fait, cette taxe est indolore. Et tout type de taxe qui pourrait être mis en place au niveau de l'OCDE serait complètement indolore pour ces entreprises-là. Ce qui peut poser d'ailleurs un petit problème pour nous, parce que en fait, s'attaquer par cette taxe à la question de la fiscalité des GAFAM, c'est une bonne chose évidemment, mais simplement, il ne faut pas oblitérer le fait qu'il y a toujours le problème de l'optimisation fiscale, toujours le problème de la concurrence déloyale fiscale au niveau européen, de la libre circulation des capitaux au niveau de l'Union européenne. Vous êtes tous d'accord. Et donc, tout ça, ce sera pas un premier pas, peut-être une taxe mondiale. Peut-être, vous y êtes favorable, on va s'arrêter là, mais attention à l'optimisation fiscale qui a manifestement encore de beaux jours devant elle. Merci infiniment d'être venue sur le plateau d'LCP, on y voit beaucoup, beaucoup plus clair. Dans un instant, Edoui Plenel va nous rejoindre pour nous parler d'un tout autre sujet. Son dernier livre s'intitule « La victoire des vaincus » aux éditions La Découverte. Eh bien, il nous livre sa lecture du mouvement des Gilets jaunes qui ont déjà gagné. Selon lui, il nous dira pourquoi. Mais d'abord, ça fait le débat. Nouvelle étape sur la route du débat national. Alice Rougerie nous emmène à Marseille, dans les quartiers nord, où vous allez le voir, un imam organisait en début de semaine une consultation citoyenne en présence du député de la majorité de la région. Regardez. Les organisateurs attendaient une centaine de personnes et finalement, à peine une quarantaine s'est déplacée, principalement les fidèles de la mosquée qui se trouvent juste à côté. D'ailleurs, l'un des organisateurs du débat est l'imam de cette mosquée. C'est lui qui a souhaité lancer les débats dans les quartiers nord de la ville de Marseille. Les thèmes sont vastes, éducation, mal logement, discrimination, des quartiers qui se disent défavorisés et qui ont du mal à se faire entendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'emploi, nos quartiers font peur. Quand on voit le nombre de tués par balle l'année dernière, moi, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent « Mais vous êtes en guerre, qu'est-ce qui se passe ?» Si demain j'envoie mon CV, le fait que je m'appelle Mohamed, si vous voulez, il va être refusé à tous les coups. J'ai déjà fait, j'ai envoyé mon CV en tant que Mohamed, un CV en tant qu'Olivier. Olivier a été pris, Mohamed non. Donc, clairement, c'est de la discrimination, c'est pas de la ségrégation, c'est complètement différent. Je partage le constat sur le fait que la situation dans ces quartiers est aujourd'hui pire qu'il y a 30 ans. Je suis persuadé que je n'aurais pas les mêmes chances si je devais aller dans les écoles de la République d'aujourd'hui. Et ça, je le dis, et je suis député de la Nation et je le dis de manière claire. Notre responsabilité, c'est d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les Français, où qu'ils soient. Et c'est vrai qu'on subit sur Marseille, et ailleurs aussi, une discrimination, une ghettoisation, un apartheid social, faut nommer les choses telles qu'elles sont, qu'on n'a pas à subir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire de la politique.
Voilà, ça fait le débat, l'intégrale de ce reportage grand format retrouvé dans Ça vous regarde vendredi dans notre magazine hebdo consacré à ces consultations nationales. Bonsoir Edoui Plenel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, président et cofondateur de Mediapart. J'ai plein de questions à vous poser, notamment sur l'affaire Benalla bien sûr. J'aimerais qu'on parle aussi de l'Algérie. Mais si on vous a invité ce soir, c'est pour parler de ce livre, La victoire des vaincus, qui sort demain aux éditions La Découverte. Il s'agit de votre lecture, de votre analyse du mouvement des Gilets jaunes, qui, selon vous, a déjà gagné. Les Gilets jaunes ne le voient pas forcément ainsi, en tout cas pas tous. Non, ils seront peut-être battus, peut-être que M. Macron sortira de ce moment d'impopularité, mais leur victoire, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, du peuple, d'une partie du peuple, de travailleurs pauvres, de femmes, de retraités, ils ont imposé un agenda au pays. C'est pas venu d'en haut. C'est pas venu des partis politiques, c'est pas venu des institutions, c'est eux. Un agenda social, des mesures ont été prises sous leurs contraintes qui n'auraient pas été prises, qui sont contraires. Pour beaucoup d'entre eux, c'est insuffisant. Hein, mais bien sûr, mais ils ont fait bouger le gouvernement. Et puis ils ont mis à l'agenda du débat public la question sociale, la question de l'injustice fiscale, et ils le rappelleront si tout ça n'est pas suivi de belles mesures après le soi-disant grand débat national. Et puis ils ont mis à l'ordre du jour, ce qui est une question qui nous est chère à Mediapart, la question démocratique, la question du pouvoir personnel, la question du mépris du pouvoir exécutif pour les autres pouvoirs, notamment le pouvoir législatif, les majorités automatiques, le pouvoir judiciaire où le parquet n'est pas indépendant. Bref, voilà. Et ça, c'est ça leur victoire. La victoire, c'est au fond quand un peuple, et ça arrive... reprend en main son histoire. Lui-même, qui n'est pas autonome. Un citoyen indifférent, passif, manipulé. Alors, j'étais frappée par le titre, en fait. La victoire des vaincus, c'est... vous l'empruntez, en fait. C'est un petit trait complice, comme ça, à un essai de Jean Ziegler, 1988, qui est dédié aux luttes des peuples du tiers-monde. Je rectifie, pardon, je ne l'emprunte pas. Non, je dis que le hasard fait que je me suis aperçu que ce titre avait été déjà celui que donnait Jean Ziegler sur le surgissement des peuples dominés à l'échelle du monde. Est-ce que ça veut dire pour vous, au fond, que les Gilets jaunes sont à comprendre comme, au fond, un peuple opprimé, comparable à l'oppression de la colonisation? Je vous pose la question. Si vous avez lu le livre, il n'y a même aucune référence à la colonisation. Absolument pas, mais simplement, vous en parlez au début du livre. Mais c'est pas ça. Non, c'est simplement que cette formule est une formule péguiste, de Charles Péguy, qui fut un grand républicain et un grand Dreyfusard, et qui disait « Nous sommes des vaincus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse d'égalité, de liberté, de fraternité, elle est toujours portée par des héros qui sont d'abord vaincus et qui nous passent le relais. Je prends souvent comme exemple pour montrer que ça vaut pour toutes les luttes des femmes. Elles ont été portées, et j'en cite une, Séverine, une très grande journaliste, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit à la parole, n'étaient pas à l'Assemblée nationale, n'avaient pas le droit de vote, où le chef de famille était un homme, et ne parlons pas du droit à l'IVG. Donc à chaque fois, il y a des gens qui combattent sans succès a priori, sans garantie de réussir, et c'est eux qui nous portent. Les Gilets jaunes... Vous pensez qu'il restera dans l'histoire, ce mouvement? Bien sûr. À quoi nous renvoie-t-il? Cela fait 4 mois qu'il dure. Vous avez souvenir d'un mouvement social, encore une fois, submergeant les partis politiques, autonome, inédit, un événement pur qui nous bouscule, oblige le président à aller mouiller sa chemise dans des circonstances que nous trouvons discutables parce que ce n'est pas un grand débat fair-play, c'est un grand débat instrumentalisé par le pouvoir exécutif. À ce point-là, parce qu'ici sur LCP, on ne diffuse pas les débats du président de la République, si je puis dire, mais on va voir tout ce qui se passe dans les territoires. Et ça débat. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer. C'était sur votre chaîne ce matin qu'on entendait les échos de Édouard Philippe qui disait attention, il va falloir atterrir et on ne va pas tout reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un grand débat loyal? C'était les règles de la Commission nationale du débat public. Madame Joanneau nous a tout expliqué. Nous avons publié tous les échanges entre Madame Joanneau et l'Élysée. À fausser ce débat pour vous? Un mois de pression de l'Élysée pour qu'elle accepte de l'animer personnellement. Et elle a dit non, moi je suis responsable d'une institution, donc acceptez les règles de loyauté, de neutralité, d'égalité. L'Élysée n'en voulait pas. Il est verrouillé vraiment, ce débat pour vous? Qui contrôle les choix finaux?
Qui va décider? On va voir comment faisons pression. L'atterrissage politique, c'est la grande question. Ce n'est pas au pouvoir exécutif de décider des conclusions d'un grand débat. Il y a des conférences citoyennes, il va y avoir des citoyens tirés au sort, il y a des garants, tout ça n'est pas suffisant. Nous verrons, vous faites trop confiance. Je vous pose la question. Vous faites trop confiance. Vous voyez bien qu'il y a une colère. Je ne fais pas confiance, je vous interroge. Vous avez raison, mais il y a une colère dans le pays parce que nous avons des pouvoirs qui ne respectent pas leurs promesses. C'est la clé de l'affaire des Gilets jaunes. Je rappelle que M. Macron a été élu sur une promesse de révolution démocratique profonde. C'était le titre de son livre. Qu'il disait en même temps, qu'il allait tenir compte de toutes les paroles. Et vous savez bien pourquoi il y a une partie du peuple qui surgit. Parce que cette révolution démocratique n'est pas là, qu'il a accentué le caractère monarchique de cette République. Et deuxièmement, parce qu'au niveau de sa politique, il a fait une politique pour une ultra-minorité qui a appauvri l'État. Oui, vous avez des pages cinglantes d'ailleurs sur Emmanuel Macron. Vous parlez de son hubris qui a retrouvé au fond la dimension monarchique du pouvoir présidentiel. Il y a des chiffres, mais vous l'avez sous les yeux. Quand vous ne avez l'épargnez pas. Un président qui parle des Gaulois réfractaires. Bon. Quel rapport a-t-il à son propre peuple? Il est le seul responsable de cette crise dans le pays. Ah non, c'est une longue histoire, mais comme Louis XVI n'était pas responsable de la longue histoire de la monarchie, et il était sympathique, Louis XVI. Alors, on a dit beaucoup de choses. Il y a déjà des historiens, des sociologues qui se sont penchés, des journalistes, des reporters à Mediapart qui ont suivi ce mouvement. Il est disparate, il est composite, et en même temps, il n'arrive pas à s'organiser. Il a presque une terreur, je dirais, de s'institutionnaliser. On a vu ce qu'a subi Ingrid Levavasseur, des menaces, des insultes, alors qu'elle voulait mener une liste aux européennes. Comment vous comprenez ça? Ces insultes sont pas admissibles, mais je comprends tout à fait le désir d'auto-organisation très communard, et la commune de Paris était comme ça, et il y avait toute une tradition républicaine, car mon livre convoque toute l'histoire du 19e siècle, y compris chez des républicains qui ont les noms de nos avenues. Ledru-Rollin, l'homme du suffrage universel masculin, il sort dans l'exil sous le Second Empire un texte qui s'appelle « Pas de président, pas de représentant ». Plus de président, plus de représentants. Parce qu'il dit, il y a un problème, que quand on délègue son pouvoir, on le perd. Et donc les Gilets jaunes, ils veulent garder la maîtrise. Et ces questions d'auto-organisation, peut-être sommes-nous encore à l'âge préhistorique de la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, c'est un écosystème compliqué. Et c'est pas seulement de choisir des représentants. C'est aussi de pouvoir les contrôler, de pouvoir les démettre, de faire entendre Pour autant, vous l'admettez, la démocratie représentative est... En tous les cas, aujourd'hui, le meilleur des systèmes, même si elle peut être complétée par de la démocratie directe et citoyenne. Regardez les chiffres, mais regardez l'ampleur et la montée persistance des abstentions. Un intellectuel belge, David Van Reybrouck, qui est un intellectuel très respecté, et c'est un démocrate, et c'est un homme du côté des idées de liberté et d'égalité, a fait un livre qui s'appelle « Contre les élections ». Et qu'il dit, il y a un problème, la crise, la démocratie... Mais c'est la tyrannie des minorités qui risque mais la démocratie, c'est le respect des minorités, c'est pas la tyrannie de la majorité. C'est là où nous avons un vrai débat sur comment réinventer un imaginaire démocratique. Alors ça bouscule ceux qui ici se croient propriétaires... Le principe même de l'élection, vous l'approuvez dans la crise démocratique que nous connaissons? C'est un des éléments. C'est un des éléments. Mais ce n'est pas... Vous voyez bien que nous vivons dans une démocratie où l'élection devient une confiscation. Monsieur Macron a 18% des inscrits au premier tour. Il gagne contre l'extrême droite. Mais il gagne. Mais moi, je suis toujours sur les inscrits, car je compte les abstentions, je compte les blancs, je compte ceux qui ne se déplacent pas. Eh bien, donc, ça veut bien dire que c'est une tête d'épingle. Et donc, est-ce qu'il en tient compte? Non, il n'en tient pas compte. Ça veut bien dire que ça ne marche pas. Élu par défaut, écrivez-vous très clairement dans un chapitre qu'il devait consacrer. Et je le lui ai dit, vous savez que je le lui ai dit, sans préjugé, 2 jours avant son élection, pendant les 3 heures qu'il a passées à Mediapart, le 5 mai. Je l'ai mis en garde, donc c'est à la loyale ce que j'écris. Alors vous évoquez les violences sans difficulté dans ce livre, mais vous considérez au fond qu'elles sont inhérentes à toute mobilisation. On tolère alors? C'est ça la révolution, la révolte sociale? Je ne l'écris pas comme ça. Comme vous avez vu, le chapitre s'appelle « Les 3 violences » à partir d'une formule d'un religieux, Don Helder Camara, qui était au Brésil. Il y a plusieurs violences. Bien sûr qu'il y a des violences inadmissibles et ce n'est jamais de bon conseil, la violence, pas plus que la haine. Mais il y a des violences d'en haut, il y a des violences symboliques, des violences de ceux qui ont l'argent, le pouvoir, et puis surtout, nous sommes aujourd'hui au pied du mur.
Après le Parlement européen, maintenant, c'est la haut-commissaire aux droits de l'homme sur les violences policières. On vous a entendu sur de nombreuses antennes là-dessus. Vous vous rendez compte? Je sais bien. Je voudrais, parce que le temps presse, je vous en prie. Vous interroger quand même sur une dernière question sur ce mouvement, et si on passe à un autre sujet. Rien ne vous inquiète tout de même dans ce mouvement? Vous avez vu comme moi. Je dis tout l'inverse. Non mais vous les avez vus. Je dis tout l'inverse. Il y a des quenelles, les gestes de Dieudonné, une propension au complotisme, de l'antisémitisme, des violences. Voilà. Je dis tout l'inverse. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui est inquiétant? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on renvoie ce peuple vers l'extrême droite. C'est qu'on essaye de construire un face-à-face entre le pouvoir... Il n'est pas d'extrême droite, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est sûr pour vous? Mais allez à Commercy, passez 2 heures à Commercy, allez à l'Assemblée des Assemblées. La prochaine est à Saint-Nazaire. Faites une ELCP spéciale à Saint-Nazaire, 75 délégations. J'avais vu ce mouvement aujourd'hui, venir. J'en ai parlé des invisibles et des oubliés. L'extrême droite critique, depuis que la gauche est beaucoup plus présente. Depuis que les revendications sont de gauche. Je vais vous donner un exemple. L'appel de Commercy, non seulement il condamne le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, mais mieux encore, il demande des droits sociaux, et ces droits sociaux, il dit, pour toute personne résidant en France, quelle que soit sa nationalité. Aucun parti politique ne va si loin. C'était la seule assemblée. Il faut juger les Gilets jaunes, pas sur quelques Olibrius, sur leurs textes, sur leurs déclarations collectives, pas sur des personnalités qui s'autoproclament leurs représentants. Je voudrais qu'on évoque l'affaire Benalla avec le journal Le Monde. Vous avez contribué à Mediapart à faire de nombreuses révélations. Quelque chose me dit que ce ne sont pas les dernières. Il y a ces enregistrements de cette conversation entre Vincent Kras et Alexandre Benalla que vous avez révélés. Ça vous a valu un tombereau de critiques, il faut bien le dire, sur la question de l'atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, il y a même des questions qui se posent du côté des avocats sur ces enregistrements, montés, pas montés, provenant de différents enregistrements mêlés. Vous ne nous donnerez pas. Mais j'ai répondu, c'est un accès libre sur Mediapart, ça s'appelle Réponse à nos détracteurs. Ces enregistrements sont des éléments de preuve, au point que l'instruction judiciaire s'en saisit, au point que le parquet a ouvert une nouvelle information pour effacement de preuves. Mediapart n'a pas fait que ça. La violation du contrôle judiciaire, elle est là et elle est flagrante et elle est là pour tout le monde. Les passeports diplomatiques, c'est Mediapart. Le contrat russe, c'est Mediapart. Tout ça, le Sénat l'a repris. En revanche, je suis ici à LCP. L'Assemblée nationale s'est déshonorée dans cette affaire. Elle a accepté la consigne du président de la République de se coucher. La majorité... Je rappelle aux députés ici qu'ils sont députés de la nation. Ils ne sont pas les députés de M. Macron. Eh bien, c'est une honte. L'abandon par l'Assemblée nationale de la commission d'enquête est inadmissible. C'est une affaire d'État. Rendez-vous compte. L'affaire Benalla est une affaire d'État, pas de l'État. Mais voyez la nuance, je vous pose la question. Un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, négocié alors que l'homme de la sécurité du président de la République est à l'Élysée et que c'est son homme de confiance et que M. Macron dit « je suis fier de l'avoir nommé » et qu'en novembre encore, il demande l'indulgence pour cet homme-là. Ce n'est pas une affaire d'État. Vous appelez les commissaires députés à rouvrir une commission d'enquête? Évidemment, allez, on passe à l'Algérie. Rendez-vous. Quelque chose me dit que ça ne va pas se faire et que ça s'est joué au Sénat, cette affaire. L'Algérie, c'est un pays que vous connaissez, que vous chérissez. Vous suivez évidemment quotidiennement la situation, j'imagine. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, selon vous? Est-ce que c'est le début d'une révolution? C'est le réveil d'un grand peuple et ça a à voir avec notre conversation précédente. C'est bien quand les peuples se réveillent, quand les gens se parlent, quand ils sortent de la peur, du silence, quand ils s'occupent de leur destin. L'Algérie, c'est le pays de ma jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans, avant que tout se fige, entre le parti unique, entre la montée de l'islamisme, entre la prévarication, symbolisée aujourd'hui par le clan qui est autour de Bouteflika. Et vraiment, ce qui je trouve vraiment triste, c'est de voir que dans les commentaires officiels en France, du pouvoir, pourrait-on dire, on dit plus une inquiétude. Là où en Ukraine, on saluerait le soulèvement d'un peuple. Vous ne comprenez pas cette prudence et cet attentisme. Mais au contraire, on devrait dire, mais bravo, quand des gens parlent le même langage que nous espérons que tout le monde parle, de liberté, de droit, de justice, de beauté, de bonheur. C'est notre histoire, l'Algérie. Ça a fait notre richesse par l'oppression coloniale. Vous pensez que le système politique post-indépendance qui date de 62 pourrait s'écrouler? Non, l'indépendance est acquise et non, heureusement. C'est pas ce que je veux dire, mais le système Bouteflika. Une démocratie est en marche. Elle a essayé déjà de se mettre en marche. Elle a été interrompue par la décennie noire. Mais espérons. Vous savez, c'est le plus grand pays
voisin. C'est un pays dont la démographie est beaucoup plus importante que la nôtre. C'est notre avenir. Cette situation en Algérie. Merci. Et donc, vous restez avec nous. Ça va vous intéresser. C'est l'heure d'accueillir Jérémy Pelletier pour La vie des idées, la chronique avec notre partenaire de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Installez-vous, vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et vous nous parlez ce soir d'un livre important, d'un livre événement, j'ose dire, L'archipel français du politologue Jérôme Fourquet qui sort demain au Seuil. C'est une enquête qui décrit, chiffres à l'appui, eh bien, la manière avec laquelle la société française s'est progressivement et profondément fragmentée. En quoi il est important ce livre? Alors, je crois qu'effectivement c'est un livre important qui va faire date parce que il se situe d'abord dans la lignée d'un certain nombre de grands livres qui ont expliqué les bouleversements de la France au cours des dernières années. Je pense notamment au livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, publié en 2013, qui s'appelle Le Mystère français. Et donc dans ce livre qui sort demain, Jérôme Fourquet analyse comment la France est devenue du coup un pays totalement fragmenté, comment elle est devenue un archipel de plusieurs îles qui s'ignorent désormais les unes des autres, une France dans laquelle il est devenu désormais difficile de faire société commune. Et alors j'ai voulu parler de ce livre du coup avant qu'il sorte parce que il parle d'un phénomène, d'un processus presque invisible à l'œil nu mais qui est finalement lourd de conséquences. Ce processus, c'est le séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société française. Et Jérôme Fourquet a cette expression qui frappe les esprits, la sécession des élites. Absolument. De quoi s'agit-il? Il parle du coup donc de cette société archipel. Pour en parler, il utilise le terme de sécession des élites qu'il avait déjà utilisé dans un rapport qu'il avait publié pour la Fondation Jaurès il y a quasiment de cela un an maintenant. En fait, il montre comment de manière plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire, les membres de la classe supérieure de la société française se sont progressivement séparés du reste du pays et se sont construits finalement un entre-soi confortable. Pour résumer, ce qu'il dit à travers cette sécession des élites, c'est que une partie de la population s'est construit ce petit entre-soi et donc il y a de moins en moins d'interactions avec le reste de la population française et que les catégories supérieures et le reste de la population se voient de moins en moins. Et ça, il le démontre, il le prouve, cette forme de ghettoisation des privilégiés, des élites qui ne se mélangeraient plus aux autres? Alors absolument, il prend plusieurs exemples et je vous en tisser quelques-uns pour montrer la fin de ces interactions. Allez-y. D'abord la composition au cœur des métropoles dans notre pays. Il montre que les grandes villes, et pas uniquement Paris, sont de moins en moins diverses sociologiquement parlant. Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes. Finalement, dans ces villes-là, la part des catégories populaires a chuté au cours des 30 dernières années quand celle des cadres et des professions intellectuelles a, elle, grimpé. Le deuxième exemple que je voudrais vous citer, c'est la composition de l'école privée, qu'il cite aussi dans ce livre. Le nombre d'enfants de familles favorisées a considérablement augmenté dans l'enseignement privé au cours des 30 dernières années. Et donc, en plus de la ségrégation sociale dont je viens de parler avec les métropoles, on assiste donc à une forte, finalement, ségrégation scolaire. Et le troisième exemple dont je voudrais vous parler, c'est la très forte hausse des expatriations des catégories favorisées, et notamment des catégories diplômées au cours des 30 dernières années, qui fait que finalement, de nombreux membres des catégories favorisées ont aujourd'hui davantage de choses à voir et de choses en commun avec des membres de la même catégorie sociale d'un autre pays, plutôt qu'avec des membres d'une catégorie sociale inférieure, mais qui sont dans leur propre pays. Et il montre aussi, avec d'autres exemples à l'appui, qu'il y a moins de colonies de vacances qui sont les lieux de mixité. C'est fini le service militaire, là encore, c'était des lieux de brassage. On aurait pu parler de l'église, on aurait pu parler des syndicats ou même des partis politiques. Dernière question, pour aller vite, parce que le temps presse, comment on fait pour retrouver un peu de mixité sociale? Alors, comment on fait pour retrouver un peu de mixité sociale? D'abord, effectivement, s'interroger sur ces lieux de mixité. Vous avez parlé des colonies de vacances, que la gauche aussi se réinterroge sur ces lieux-là, qui étaient des lieux effectivement de brassage social. Évidemment, vous savez que au cours de l'histoire, depuis les 30 dernières années, il y a une spécialisation des colonies de vacances qui a fait qu'il y a une segmentation maintenant des publics vis-à-vis des colonies de vacances privées, je dirais. Donc, il y a un vrai intérêt à repenser évidemment toutes ces questions-là, parce que l'enjeu avec cette sécession des élites, c'est de faire en sorte que tout un chacun continue à avoir le sentiment, malgré tout, d'appartenir à la communauté nationale et de faire en sorte que certains individus n'aient pas l'impression d'être touristes dans leur propre pays. Vous lirez ce livre? Bien sûr, c'est un constat que déjà Bruno Latour et d'autres ont documenté. C'est bien la preuve par laquelle il faut écouter les mouvements qui tirent le signal d'alarme. Je dis dans le livre, Walter Benjamin, qui était cet intellectuel anti-nazi qui s'est suicidé en 1940 à Port-Bou en traversant la frontière française, disait la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Et il disait aussi les révolutions, contrairement à ce que dit Marx, c'est pas forcément la locomotive de l'histoire. C'est plutôt le fait qu'il y a des passagers qui tirent le signal d'alarme pour qu'on n'aille plus dans le mur. Avec ce monde-là, ces élites offshore qui n'ont plus
plus rien de commun avec la majorité du peuple, on va dans le mur. Donc faut tirer et arrêter ce train d'enfer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Jérémy, c'était limpide. On lira le livre de Jérôme Fourquet, mais ce soir, je rappelle le vôtre de livre, Edoui Plenel, La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes. Et ça sort également demain à la découverte. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À demain. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien dans un instant. Est-ce que là, la forme ne dessert pas le fond? C'est comme si on mettait tout à égalité. C'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu. Écoutez, c'est dérisoire cette histoire-là. Qu'est-ce qui est dérisoire? C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave? Ce qui importe aux Français, c'est que leur sécurité soit assurée. Vous le savez, vous, peut-être? C'est toujours 2 poids 2 mesures. N'ayons pas peur des mots, présenté par Valérie Brochard, vendredi à 20h30. There's, so many different enormous stories. محمد أنا عايز أقول لك المنظر الناس هنا أكثر من رائع. Ça tourne.